Quand on dirige un studio de cinéma, il y a une règle d'or, c'est que quand le réalisateur de Terminator, Alien 2, Abyss, Terminator 2 vient te pitcher un nouveau projet, ben tu l'écoutes. C'est ce qui s'est passé avec les producteurs exécutifs de la Fox, à qui James Cameron a montré, en 1993, un petit film sur les icebergs qu'il avait réalisé dans son coin, avant d'avouer que ce film est en fait une petite note d'intention pour un énorme mélodrame de 3 heures, sans aucune action, sans aucune fusillade, un film qui serait une sorte de Roméo et Juliette sur le Titanic. Ship docks. I'm getting off with you. This is crazy. I know. It doesn't make any sense. That's why I trusted. Autant te dire que quand t'entends ça de la part de quelqu'un qui était considéré comme le génie de l'action bourrine, bah, tu peux être déboussolé. Les producteurs sont à peu près persuadés de se lancer sur un échec commercial, mais ils acceptent le projet pour pouvoir continuer à collaborer avec James Cameron dans le futur. Mais sauf que très rapidement, le perfectionnisme de James Cameron va leur faire comprendre qu'il se lance dans un film monstrueux. Déjà, Cameron va demander 6 millions de dollars pour rejoindre des recherches sur le Titanic. Il va plonger 12 jours en 3 semaines dans l'épave, tout en montant simultanément un casting constitué des jeunes acteurs Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, un duo qui va montrer une alchimie folle dès les premiers essais. Jack Dawson. Roaster would be a kid. I have to get you to write that one down. Le tournage va commencer en juillet 1996 avec un budget gigantesque de 110 millions de dollars pour une sortie prévue en juillet 97. Ce tournage, il a une logistique infernale avec des constructions de décors vraiment énormes, notamment une reproduction du Titanic qui est hyper impressionnante et qui est fidèle à l'ampleur du récit. Mais en soi, le tournage ce sera un enfer pour l'équipe qui va décrire James Cameron comme étant une sorte de dictateur un peu terrifiant, au point qu'il y a eu quelques démissions dans l'équipe. Et en plus, prévu pour 140 jours, le tournage va durer finalement 1 mois de plus, et Cameron va continuer de dépenser énormément d'argent. De 110 millions de dollars, on passe à 150 millions, puis 180 millions. La Fox s'inquiète, s'angoisse, suggère à Cameron de transformer le film en mini-série, viennent tous les jours sur le plateau, et du coup, pour calmer un peu tout le monde, James Cameron va renoncer à la totalité de son salaire de réalisateur. How do you take caviar, sir? No caviar for me, thanks. Never did like it much. Et ça c'est malin parce que c'est le genre de truc qui fait plaisir aux producteurs. Du coup la Fox va s'allier avec la Paramount pour continuer à injecter un peu plus d'argent et laisser Cameron finir son film pour décembre 97. Titanic a coûté plus de 200 millions de dollars, le double du budget prévu. Chaque minute de Titanic a coûté 1 million. Tout le monde annonçait Titanic comme étant le film qui va faire couler la Fox. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin que je développe sur son box-office? Titanic sort en décembre et va commencer hyper fort. Il va rester dans les salles durant des mois, devenant en quelques semaines un monument du cinéma américain. Pour vous dire, il va rester 10 mois à l'affiche aux États-Unis. Imaginez un peu, c'est énorme. En un an, Titanic a ramené 1,8 milliard de dollars et est devenu à la fois le film le plus cher et le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Et Titanic sera un triomphe critique immédiat, et ça c'est bien mérité, tant chaque plan de Cameron respire le cinéma et contribue à mettre en place un univers fascinant que le réalisateur tient d'une main de maître, avec un perfectionnisme et une exigence assez fascinante. Titanic, c'est une énorme machine à la mise en scène hallucinante dans sa capacité à mêler la catastrophe spectaculaire et l'intime d'une relation. James Cameron fait de son mélodrame un film étouffant au climax qui s'étale sur plus d'1 heure et où l'implication émotionnelle travaillée lors de la première partie révèle toute son efficacité. Neither shall there be any more pain. The former world has passed away. Le drame restera toujours un drame humain, à l'onirisme romantique, à l'émotion parfois un peu naïve, mais tout le temps tellement sincère, quoi. Je trouve que c'est très fort d'avoir transmis une telle sincérité, une telle naïveté sur un projet autant gigantesque. Un projet qui, dans son émotion, aurait pu être complètement froid et complètement forcé, vu l'énorme machine que c'était. Le combo mélodrame-film catastrophe fonctionne parfaitement bien. Déjà parce que c'est un grand réalisateur à la barre, et aussi parce que c'est un duo qui a fait ses preuves dans l'histoire du cinéma, avec des films, bon, peut-être un peu plus imparfaits, peut-être un peu moins ambitieux que l'énorme Titanic, mais des films qui restent très très intéressants, des films dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui. C'est les mêmes, en moins bien.
Et on commence direct avec un classique du film catastrophe, un film devenu culte qui a souvent été comparé à Titanic et qui est resté encore 50 ans après une référence du genre. Ce film, c'est L'Aventure du Poséidon. En gros, l'idée c'est qu'une croisière hyper luxueuse, donc le Poséidon, se retrouve en pleine mer, en plein milieu d'un tremblement de terre. Du coup, il y a une vague gigantesque qui va s'abattre sur lui et qui va renverser le bateau, qui deviendra dès lors une sorte de labyrinthe cauchemardesque et mortel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aventure du Poséidon a évidemment pas mal de points communs avec Titanic, mais qu'il adopte un point de vue thriller assez intéressant. Déjà techniquement on est sur du très lourd, hein. On est sur des décors d'un réalisme absolu et la mise en scène en profite parfaitement, elle inscrit le film dans un univers qui est vivant, qui est crédible, qui est bien aidé par un budget assez conséquent, et il y a aussi cette photographie qui parvient à retranscrire le gigantisme du paquebot dans ses séquences calmes et l'urgence de la situation de la seconde partie. Et puis vraiment, les effets spéciaux tiennent encore parfaitement la route, et ça c'est quand même assez impressionnant. En termes de mise en scène, l'aventure du Poséidon c'est efficace, c'est frontal, c'est parfaitement géré, vraiment là-dessus on est sur quelque chose d'assez fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va à l'essentiel, que l'intégralité du récit se déroule en quasi-temps réel, et ça c'est un vrai plus pour le rythme et pour l'intensité, parce que c'est captivant à tout moment. Après, plus encore que dans Titanic, on va suivre des personnages qui sont vraiment écrits sans trop de subtilité, qui correspondent vraiment tous à des archétypes. Et là-dessus, c'est sûr qu'on n'atteindra jamais la puissance émotionnelle et l'attachement qu'on pouvait ressentir pour Rose et pour Jack. Franchement, l'aventure du Poséidon, il peut rivaliser visuellement, techniquement, dans son ambition, dans son ampleur avec Titanic, mais bon, en termes d'écriture, de mise en scène et de caractérisation, bon, James Cameron reste assez imprenable. God, not this woman. Mais on s'embrasse pas dans la surenchère en offrant un spectacle parfois franchement bluffant techniquement, en parvenant à retranscrire un certain dynamisme dans cette catastrophe qu'on vit en quasi-temps réel. L'aventure du Poséidon reste un super film, largement au-dessus de la masse de tous les films catastrophes qui ont déboulé à peu près à cette période. Franchement, on sent que c'est un film sincère, on sent que c'est un film qui avait les moyens, ça vraiment c'est très visible à l'écran, et vous pouvez foncer, franchement, au niveau film catastrophe, c'est quand même vraiment un classique du genre. Ok, deuxième film, et si je vous disais que le scénariste de Memories of Murder avait réalisé pour son premier film une sorte de Titanic version film d'horreur slasher produit par Bong Joon-ho, réalisateur entre autres de Parasite, je pense qu'on sait d'avance qu'on est sur un grand film, et on a raison, parce que ce film c'est Sea Fog, et vous allez voir c'est une dinguerie. En gros, on va suivre le capitaine d'un bateau de pêche qui galère complètement, la pêche ne suffit plus et il est en manque d'argent. Du coup, il va accepter de transporter illégalement des clandestins pour arrondir les fins de mois. Sauf que les choses vont pas se passer comme prévu et que la traversée va devenir un cauchemar absolu. Sea Fog, c'est un film complètement surprenant, c'est vraiment un film malade, c'est un film complètement fou qui tranche radicalement avec ce qu'aurait fait un blockbuster américain moyen du même sujet. À partir de son idée de base, le film va devenir une sorte de conte horrifique et social violent, angoissant et surtout d'une ambiguïté assez folle. 그리고 우리가 덩치가 큰 것들은 더 자잘하게 조사해야 돼. 위험한 게 알겠냐? Disons que le film prend plusieurs fois des virages narratifs complètement inattendus et super puissants. Son écriture est d'une complexité que j'imaginais vraiment pas à la base, tout en étant un film qui reste très facile à voir et qui est parfaitement rythmé. Sea Fog, c'est un Titanic version trash qui présente aussi une histoire d'amour plutôt belle et naïve, enrobée d'une critique sociale ici, par contre particulièrement dégueulasse. Bien plus violente et bien plus engagée que dans le Cameron. Puisqu'ici, cette micro-société complètement corrompue de l'intérieur, complètement crade, va se voir confrontée à quelques éléments que je vous spoilerai pas, qui vont transformer le film en pur survival hyper nerveux. Et dans un survival, la mise en scène c'est ultra important, et autant vous dire que là, la mise en scène elle suit parfaitement. On est dans un quasi huis clos particulièrement oppressant, puisque l'espace est assez réduit, qui concentre énormément d'êtres humains, et que en final, chacun d'entre eux est suspect. 아따 씨발놈 그 소리도 안 내고 서갖고 씨. Et comme Titanic, on va avoir deux parties distinctes, mais la deuxième,
c'est d'une radicalité, c'est d'une horreur psychologique et visuelle, mais complètement marquante. On ressent vraiment un certain malaise, une incapacité à s'échapper, l'impression de voir juste dériver l'humanité. Ça, c'est vraiment fort et c'est marqué par une science de la mise en scène franchement assez hallucinant. Surtout pour un premier film. Moi j'ai vraiment aimé Seafog, même si bon, il est pas parfait non plus. On sent en fait que c'est un premier film, donc il y a certaines petites approximations, il y a certains petits détails qui sont pas hyper subtils non plus, mais en fait c'est réalisé avec une radicalité et une violence tellement bienvenue quoi. Franchement moi je peux qu'adhérer à la proposition, c'est vraiment un film qui est rempli de parti pris, c'est très intéressant de voir une sorte de Titanic version film d'horreur, vraiment c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Franchement Seafog, les gars foncez, c'est vraiment un très grand film. Ok, alors pour recentrer sur le Titanic, moi il y a un film que je voulais vraiment aborder avec vous, parce que c'est un film qui raconte toute la dernière nuit du Titanic, mais avec des partis pris qui sont bien différents de ceux de Cameron. Ce film s'appelle A Night to Remember. Franchement, c'est même compliqué de considérer A Night to Remember comme étant moins bon que le film de Cameron, tant en fait ça dépend juste de ce que tu recherches en voulant voir le film. Ici on est largement moins dans la fiction hollywoodienne que James Cameron, et on va se recentrer sur la véracité des événements. En fait, on va suivre le naufrage à travers une atmosphère vraiment ultra réaliste, basée sur le récit des personnages ayant vraiment été sur le Titanic, et sur leurs réactions qu'ils ont racontées en tant que survivants. Du coup, on sait que ce qu'on voit dans le film a été des réactions naturelles et profondément humaines des gens qui ont vraiment vécu la catastrophe. Et nous, à travers quelques scènes de vie jusqu'au naufrage final, on va les suivre et on va comprendre comment on en est arrivé là. Ok, alors pas de Céline Dion, pas de scène de sexe dans les voitures, un déroulé quasiment en temps réel aussi. Un récit où on va pas seulement avoir une figure principale héroïque ou un couple, mais qui va laisser une place presque égale à près d'une centaine de personnes quoi. Y a pas un passager qui va émerger du lot, franchement c'est tous les passagers et globalement toute la micro-société que forme le Titanic qui est intéressant dans le film. Et le truc c'est que A Night to Remember n'oublie pas d'être extrêmement spectaculaire, hein. Il a un budget astronomique et il nous le montre bien. Vraiment, la photographie en noir et blanc, elle a tombé, les cadres sont magnifiques, et très clairement, James Cameron cite ouvertement le film plusieurs fois durant la seconde partie de Titanic, s'inspirant, voire même pompant complètement certains plans et situations, et les reprenant parfois, mais vraiment au détail près, quoi. En fait, la différence vient vraiment ici du parti pris de réaliser un film quasiment documentaire, qui va pas s'embarrasser de romances ou de situations fictionnées, mais qui va vraiment ici aller à l'essentiel. Disons que ce qui intéressait Cameron, c'était clairement de faire un Roméo et Juliette sur fond de film catastrophe. Ici, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est vraiment la catastrophe en elle-même. La rencontre avec l'iceberg intervient très vite, au bout de 30 minutes à peine, et à partir de là, on est vraiment sur du grand cinéma, magnifiquement filmé, très bien mise en scène. Vraiment, pour quiconque aime la version de Cameron, c'est une sacrée curiosité ce film à voir absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des bons films. Franchement, les 3 films dont j'ai parlé, ce sont des films qui ont vraiment beaucoup de qualité. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le prochain film dont on va parler. Et cette fois, on va un peu parler de Disney. Puisque je vous propose de faire un Blanche-Neige en mieux, ou alors Mulan en mieux. On est plus de 20 000 sur Intercut, c'est un truc de malade mental, franchement, ça me fait tellement plaisir, ça me donne tellement de force, vous avez même pas idée. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très vite, ciao à tous, bisous.